Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour chez vous et surtout merci de nous rejoindre dans nos médias. Il s'agit de Bob Mengom Matricule 212, votre chaîne YouTube, également Gabon 23. Gabon 23 a donc le privilège de vous retrouver cet après-midi pour échanger avec ce compatriote, Bob Mengom, parler un peu de l'actualité. Et nous allons bien sûr vous rappeler que l'actualité est tellement dense que nous allons faire un tour d'horizon en partant bien sûr de l'arrestation, j'arrive, dont il a failli être victime. Bob Mengom, bonsoir. Bonsoir, monsieur Wilfried. Wilfried Mutendi. Alors merci donc de nous accorder cette interview. Vous savez, c'est toujours un plaisir, il faut le dire, d'échanger avec vous sur des questions d'actualité et surtout sachant un peu votre capacité à pouvoir ressortir certains faits, chose que parfois les autres n'y arrivent pas. Un exercice véritablement difficile. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je me sens très bien. Alors, il y a quelques jours, avant l'avènement du président Emmanuel Macron sur le territoire gabonais, entendu parler d'une tentative d'arrestation de M. Bob Mengom. Très peu de chaînes, très peu de journalistes pourraient accepter de prendre le risque de venir me prendre en interview ou de m'inviter par ailleurs même. Je suis Bob Mengom, matricule 212, candidat à la mort. Je ne suis pas un loup solitaire en vain ou un candidat à la mort en vain. Lorsqu'on est candidat à la mort, parce que lorsque tu t'opposes à un système, tu dois t'attendre à être tué physiquement par le poison, par la prison, par un licenciement. Et lorsque vous êtes disposé à vivre toutes ces choses-là, vous êtes candidat à la mort. Candidat à la mort ne veut pas dire qu'on veut forcément mourir. Je suis un loup solitaire parce que généralement, le politique, que ce soit l'activisme ou le politique, quand tu t'associes avec des personnes, attends-toi toujours à la trahison. Et c'est pour cette raison que je roule seul pour éviter le moins de risques, pour minimiser au moins les risques des trahisons. Parce que les trahisons au Gabon sont légion. Pour de l'argent, pour des postes, on est prêt à te vendre, on est prêt à te livrer auprès de tes ennemis. Concernant l'arrestation, sur la question de l'arrestation, effectivement, c'était mercredi la semaine passée. J'oublie peut-être un peu la date. J'étais assisté des amis au tribunal. Le procès de M. Thiam, l'incident qui s'était passé au niveau du Cap. Aux environs de 13 h, je suis rentré chez moi, j'étais allongé sur le lit et je reçois à 14 h un coup de fil d'un agent du KGB qui me demandait de quitter en urgence de chez moi parce que le B2 est en route pour venir m'interpeller. J'ai voulu faire une vidéo, mais je ne savais pas à quel niveau les agents du B2 se trouvaient. Et si on se trouvait en train de faire la vidéo, on pouvait l'interrompre, ou peut-être même avant de faire la vidéo, on aurait pu l'interrompre. J'ai préféré sortir avec la culotte et un débardeur. Quand je me suis éloigné de mon domicile, j'ai appelé mon fils, m'a apporté des habits. Et une fois il m'a apporté des habits, je suis parti à un endroit où on ne pouvait pas facilement identifier cet endroit. Et c'est à cet endroit-là que j'ai fait la vidéo
pour informer l'opinion nationale et internationale la vue de mon arrestation. Ce n'était pas que je fuyais. Mais il fallait que je comprenne aussi en même temps qui a donné l'ordre, qui est derrière cette arrestation et quels sont les mobiles. Et qui était à l'origine de cela? Alors, j'en viens. Une fois j'ai balancé la vidéo, j'ai appelé encore certains éléments du KGB pour recueillir beaucoup plus d'informations. L'information qu'on me donne est que on veut me mettre en isolation par rapport à l'arrivée de celui qui est homme et femme en même temps, que vous appelez Emmanuel Macron. Écrivez ça. Écrivez que c'est un homme qui est homme et femme en même temps. Qui a donné l'ordre? En ce moment, j'essaye de demander au KGB de chercher, à fouiller qui est à l'origine de cet ordre-là. C'est comme ça que je reçois le premier coup de fil, un numéro masqué, qui me fait comprendre et qui me confirme d'abord encore que c'est à cause de l'homme, celui qui est homme et femme, demi-homme, demi-femme, et que je suis hostile à sa venue au Gabon. Donc il faut vous museler. Il faut me museler. De discuter avec moi pour que nous puissions tous partir ensemble. Vous dites bien que M. Eric Otsetse et un autre sont arrivés chez vous, ont posé la question de savoir un peu quel était votre état de santé. Naturellement. À la suite de cela, naturellement. ont essayé de vouloir vous faire un direct, sauf que tout au long du le direct, pendant le direct, pendant c'était fil, pendant le M. direct. Otsetse recevra des coups de fil. Et à la suite de ce coup de fil, des individus sont arrivés chez vous. Naturellement. Alors. Dans quel but? Vouloir échanger avec vous? En fait, ils voulaient que j'aille avec eux rencontrer les autorités du B2. Moi, je n'ai pas refusé puisque j'ai peur de quoi? Nous sommes partis. Nous sommes rendus, Eric Otsetse, moi, plus quelqu'un que j'ai amené comme témoin. Il nous a reçus poliment, un monsieur posé, un monsieur courtois. Au B2. Au B2. D'accord. Il est colonel. Et il ne s'est pas reconnu dans ses dires que c'est le B2 qui a envoyé, que c'est lui qui aurait envoyé des personnes. Parce que les missions du B2 ne sont faites que si et si lui-même a donné le mot d'ordre. Je lui ai rappelé quand même que le B2 est coutumier des faits. Et même Eric Otsetse l'a confirmé. Et j'ai dit au patron du B2, tout le monde peut me tromper sauf le KGB. Quand le KGB me donne une information, elle est sûre. Parce que le KGB croise les informations. Si c'est une tierce personne qui donne des informations, c'est une chose. Mais quand c'est le KGB directement qui a intercepté le message ou la vidéo, elle ne ment jamais. Et c'est comme ça qu'il me demande, il me dit de donner la source de mes informations dans l'esprit de sanctionner ceux qui sont venus, ceux qui ont tenté de venir m'arrêter parce qu'il faut écarter les brebis égarées. Donc du coup, je compris déjà quelque part qu'il reconnaissait que c'était possible que des gens ont pu agir sans son ordre. Contrairement au début où il dit que ce n'était pas possible. Mais comment pourrait-il prendre une telle initiative sans pour autant avoir reçu des instructions de leur hiérarchie, à moins qu'il pouvait y avoir peut-être un autre réseau, une autre provenance d'une instruction, surtout lorsqu'il est question de procéder à l'arrestation d'un certain Bob Mengom. Bon, pensez-vous que les individus prendraient une telle initiative sans qu'un mot d'ordre ne leur ait... Je sais quand même... Unilatéralement. Je sais quand même que ça soit la PJ, le CEDOC, le B2, les services spéciaux ont souvent tendance à faire des arrestations hasardeuses. Ça, je peux vous le confirmer. Écrivez ça. Écrivez ça. Dites-nous, quelle a été la fin
de cette rencontre? La fin, il a dit que c'est normal, que je m'oppose à l'arrivée de celui qui est demi-homme, demi-femme au Gabon. C'est mon droit le plus absolu. Tant que je ne mets pas en danger la sécurité nationale, tant que je ne fais pas appel à la révolte. Et j'ai dit, est-ce que vous m'avez vu faire appel à la révolte? J'ai dit, Emmanuel Macron n'est pas la bienvenue ici. D'abord, quelqu'un qui est un personnage qui n'est ni homme ni femme, on ne sait même pas quel sexe il appartient, ce genre d'homme. Et en plus de ça, le mal-aimé de l'humanité, qui n'a pas d'enfant d'ailleurs, même il faut le souligner. Donc il n'était pas la bienvenue. Et nous sommes séparés, comme ça nous sommes séparés. Il a bien voulu venir me déposer, j'ai refusé, étant donné que Eric Otete avait son véhicule, nous sommes venus, et c'est Eric Otete qui m'a déposé chez moi. Eric Otete, oui, bien sûr, qui reste tel identifié comme étant un des activistes de la présidence de la République. De toutes les façons, c'est l'opinion qui en parle. Le plus important, c'est que vous soyez rentrés chez vous. Le président Emmanuel Macron est arrivé, justement, et en tenant compte de la coopération, que les relations bilatérales, ce que nous avons comme lien avec la France, le président Macron est arrivé, il y a eu un corollaire d'arrestation, mais qu'à cela ne tienne, Bob Mengo, matricule 212, je voudrais que nous nous attardions un tant soit peu sur ce qui reste taxé comme étant un procès, comme un simulacre de procès, une parodie. C'est d'ailleurs ce qu'en disent des citoyens gabonais à la suite du scénario s'étant déroulé du côté du palais de justice. À ce niveau, quelle pourrait déjà être d'entrée de jeu votre réaction? Ben écoute, d'entrée de jeu, c'était une parodie de procès. Vous confirmez ce que disent les citoyens? Je confirme, j'affirme que c'est un semblant de procès. Pourtant, il y a eu procès. Oui, il y a eu un règlement de compte et non un procès. Comment un règlement de compte? C'est le prince de Béton qui règle de compte à Sylvia et à Nouroudine. Comment cela pourrait-il être possible? Expliquez. Ni Sylvia ni Nouroudine n'étaient des ordonnateurs de crédit. Le chef était Ali Ben, qui était le mal réel de ce pays. Mais c'est Ali Ben, on le met à côté pour poursuivre Sylvia et Nouroudine. C'est une incongruité dans le système judiciaire au monde. C'est la première fois que je vois un tel procès. Il faut rappeler que Nouroudine ne peut pas donner des injonctions au trésorier payeur de payer. Ni Sylvia. Ça ne peut être... Il y a une procédure. Même si on viole les procédures, mais on ne peut pas faire sortir cet argent. Donc, si l'argent est sorti, il faut bien qu'on puisse entendre ces personnes-là. Comment expliquer que de telles sommes d'argent aient pu sortir des trésors publics? Et c'est une règle de droit. Toute personne citée doit être entendue. Ils n'ont pas été entendus. Et on a pris quelques personnes qu'on estime que ce sont ces personnes-là qui sont le cœur du mal de notre vivre ensemble. Serait-ce une manipulation selon vous? Mais c'est une manipulation, je vous dis bien. Écrivez ça, retenez ça définitivement. En 2018, parce que le prince est en 2018 au Gabon, il était déjà surveillé par la France. Parce que, vu l'état de santé d'Ali Ben, le prince était déjà surveillé. Parce qu'on le soupçonnait déjà de pouvoir faire un coup d'État. Donc il était déjà surveillé. Donc le prince ne pouvait pas faire ce coup d'État. En 2023, le prince est dans une liste officielle des détenus sortis du palais, envoyés aux services spéciaux.
Les services spéciaux l'ont envoyé au B2. Donc, à cette époque, le patron du B2 et des services spéciaux savait des personnes qui devaient être arrêtées après les élections. Mais en tête desquelles était le prince de béton. Et lui-même, il le sait. Il sait ce que je suis en train de dire est une réalité. Écrivez ça. Nous l'écrivons. Il le sait parfaitement. D'autres personnes étaient dans la liste. Vous ne citez que celui-là. Et celui qui devait le remplacer comme patron de la GR, c'était le colonel Oini. Écrit noir sur blanc. Et j'ai dit, le KGB ne me mange, ne trompe jamais. Ce n'est pas possible. C'était Oini qui devait remplacer le prince de béton. Et le prince le savait. Et la France a changé à la dernière minute pour prendre le prince. Parce que le prince n'est pas capable de faire un coup d'État. Mais pourtant, il y a eu coup d'État. Il y a eu un semblant de coup d'État, ce n'est pas un coup d'État. C'est les Français qui ont pris le prince, ils l'ont placé. Le prince n'est pas capable de faire un coup d'État. Ce sont la plupart des généraux au Gabon, la plupart, je ne dis pas tous, c'est des francs-maçons. C'est des gens compromis. Qu'est-ce qu'un franc-maçon peut faire? Quel type de coup d'État un franc-maçon peut faire au Gabon? Quel coup d'État? C'est un simulacre. Les Français l'ont pris, ils l'ont placé pour défendre leurs intérêts. Pour qui l'ont placé? Pour donner un équilibre. On estimait à cette époque que comme Ondossa, ayant gagné les élections, on sait que Ondossa devait gagner ces élections. Donc pour donner un équilibre, pour que les femmes ne soient pas fâchées et ne descendent pas dans la rue, il fallait trouver celui qui a un sang femme et un sang atogovien, plus que les atogoviens estiment que le Gabon est un héritage que Dieu leur a donné. Et ils sont prêts à tuer tous les Gabonais pour rester des extrémistes seulement. Et ils mettent en danger le vivre ensemble. Et c'est pour cette raison que je ne combats pas les atogoviens, mais les extrémistes atogoviens qui mettent en danger le vivre ensemble. Dans ce schéma que vous décrivez, pensez-vous que le prince de béton, comme vous aimez si bien l'appeler, pensez-vous que dans cet élan, l'objectif était de le maintenir en captivité, d'en faire une marionnette? C'est une marionnette de la France-Afrique. Est-ce que vous savez qui gère le renseignement au Gabon? C'est les Français. Il y en a qui sont au palais présidentiel. C'est les Français. Il n'y a pas de rupture. Vous savez qu'il a mis maintenant une nouvelle base, la GR dans le Wellington, plus précisément à Oyem. Pour sécuriser certainement la nation gabonaise. Bon, vous savez qui est à la tête de la GR, qui commande la GR à Oyem? C'est un retraité français. Il est colonel. Et vous allez me faire croire, à moi Bob Mengom, qu'il n'est pas là pour défendre les intérêts des Français. Mais c'est justement pour cette raison que Macron, de demi-homme, demi-femme, est venu au Gabon. Pour consolider leurs intérêts, étant donné que la France est devenue le miroir du Gabon avec les téléstages. Oui, la France vit les téléstages au même titre que le Gabon. Nous y reviendrons, Monsieur Mengom. Seulement, nous pourrons un temps soit peu nous arrêter sur l'extrémisme. Vous parlez du groupe... Je préfère qu'on termine d'abord même par le procès. Hein, d'accord. Parce que le procès, j'ai justement enchaîné sur le reste. Et justement. Mais le procès, quand je disais que c'était un simulacre, vous allez constater que d'abord le prince lui-même, il y a une vidéo qui a circulé où il a reçu Sylvia et sa maman. Il a dit, nous sommes en famille. Il faut que ces choses s'arrêtent là. Donc ça veut dire que un homme de parole, si ça devait s'arrêter là, ni Sylvia ni Nordine devaient se retrouver devant la barre. En temps normal, si on s'en tient à se dire, et là on ne peut pas me dire que ce que j'ai entendu est faux. Bien. Alors,
Deuxième chose que vous allez constater avec moi, c'est qu'on se retrouve avec le procureur général, la première présidente de la cour d'appel et la directrice de l'agence judiciaire de l'État qui n'est que la belle-sœur du prince de béton. Et elle est habituée à ce genre de choses. Rappelez-vous que M. Opianga avait dénoncé son comportement vu le procès que le Gabon avait gagné face à un prestataire italien ou français. Et nous avons quand même payé. Mais ce n'est pas la directrice de l'agence judiciaire de l'État qui a payé. On a vu seulement que elle, parce que c'est elle qui a demandé de payer. Mais derrière ça, c'est le prince de béton lui-même. Ne pensez pas qu'elle pouvait avoir une telle force, une telle puissance d'ordonner le paiement de ce prestataire. Et je pense que c'est de là où les problèmes de Patrick Opianga ont commencé. Alors, donc elle est coutumière de faire cette dame-là. Et quand elle part, elle dit encore bien que c'est le prince de béton qui nous a envoyés. Donc, vous êtes juge. Et le prince vous envoie le faire. Où est l'éthique? Où est votre éthique? Justement, la question que pose Alors, un internaute, c'est celle de savoir que pouvait faire un juge chez le président de la République, le président des juges de la République. Mais, quand on dit la justice, elle est instrumentalisée. C'est le fait de voir un juge se rendre chez la personne. Et pourtant, ce sont les mêmes juges qui ont placé Madame Sylvia et son fils sur mandat de dépôt. Et on les enlevait, on les extradait de la prison centrale pour rencontrer le juge instructeur de leur affaire. Donc, ça veut dire que si on veut leur faire signer le document, on devait les demander de venir devant le tribunal de faire signer. Pour quelle raison? Quelle est la pertinence et la nécessité de partir chez eux? Mais plus grave, le maître de poursuite. Le procureur général est le maître de poursuite. C'est lui qui les poursuit. C'est lui qui estime que les faits qu'on leur reproche sont avérés. C'est lui qui estime. C'est pour cette raison qu'il les poursuit. Le juge d'instruction a estimé que la pertinence des preuves fournies était nécessaire à les poursuivre. Et c'est pour cette raison pour lesquelles on les a placés. Qu'est-ce qu'un juge qui devient juge et parti va faire chez une mise en cause? Ils vont chercher quoi? Si ce n'est pas aller dealer, si ce n'est pas aller faire un business, ils ont fait le business. C'est quoi un deal? Plus que on leur demande de signer un document en échange de sortie du Gabon pour qu'ils ne puissent pas poursuivre l'État gabonais devant les tribunaux français. Donc il y a eu un deal. Donc un procureur général va dealer chez une tierce personne. Et vous dites que la justice, elle est indépendante. Dans un pays normal, après une telle vidéo, le procureur général devrait démissionner de lui-même. Le premier juge d'instruction, le premier juge de la cour d'appel devrait démissionner. La directrice de l'agence judiciaire de l'État devrait démissionner. Dans un pays normal, mais nous sommes un pays pathétique. C'est pour cette raison qu'on n'a plus d'éthique. Un juge, c'est celui qui a l'éthique. C'est celui qui incarne la valeur, qui incarne la justice. Celui qui est le représentant de la société, le procureur général représente l'État gabonais. Le procureur représente la société gabonaise. Il aura été obligé. Il se retrouve là-bas. Oui. Non, on n'oblige personne. De signer un document, mais dont nos pays n'estimaient n'avoir aucune valeur juridique. Mais ça n'a aucune valeur juridique. Un document qu'on vous fait signer par contrat n'a quelle valeur juridique pour vous? Ils le savent. Mais ils sont quand même allés le faire. Parce qu'ils ne pensaient pas être filmés. Ils se sont dit, on ne nous filme pas, on va faire un deal en sourdine. Mais malheureusement, c'est parti sur la place publique. Dites-moi, Bob Mengom, quel impact pour ce procès que nous savons qu'à l'entame, Noureddine, Yann Goulou et les autres ont été présentés
devant les citoyens gabonais, détenant des colossales sommes d'argent. Et qu'au niveau du procès, rien du genre n'ait été présenté. Que dites-vous de cela? Lorsqu'ils ont d'abord été présentés au tribunal, les scellés étaient où? Si on t'attrape, la PJ ou une unité judiciaire t'interpelle avec du chanvre indien, la preuve matérielle de ce chanvre, que tu étais en possession de ce chanvre, c'est le chanvre lui-même. Donc on doit te présenter devant le procureur avec le chanvre indien. Et on ne peut pas détruire ce chanvre indien tant que tu n'as pas été jugé et condamné. Parce que c'est le juge qui ordonne la destruction du chanvre indien. Donc par conséquent, Noureddine, on parle de cocaïne. Où est la cocaïne? On nous a jamais montré la cocaïne devant le procès. On nous présente de fortes sommes d'argent. Où est cet argent? Devant le procès, on ne nous a jamais montré cet argent. Les véhicules, les maisons, ça a été dilapidé bien avant. Donc, c'est une parodie de procès. Parce que c'est le juge qui devait ordonner que cet argent trouvé, qu'on déverse cet argent au trésor public. Mais on demande de verser cet argent au trésor public alors qu'eux-mêmes, ils se sont déjà partagés cet argent. De qui se moque-t-on? Pensez-vous que le juge pourrait ne plus maîtriser son domaine de compétence, du moins le fonctionnement, ce que dit la loi? Mais déjà, le juge est un juge par défaut. Parce que tu ne peux pas faire l'ouverture d'une enquête sans les sceller. Lorsque tu ordonnes la remise de cet argent-là au trésor public, tu l'ordonnes sur la base de quoi? Mais enfin, de l'abstrait? Non, il faut être... C'est matériel. L'argent a été trouvé chez les individus. De l'or a été trouvé chez les individus. Tout a été mis sous scellé. Et ensuite, on se retrouve bizarrement avec cet argent. On se retrouve devant une audience publique sans cet argent, sans les maisons, sans rien. La seule preuve matérielle que le procureur général, dans son réquisitoire, est venu nous présenter, c'est les photos où M. Noureddine et Yann Gourou sont devant des sacs d'argent. Est-ce que vous trouvez ça une justice équilibrée? Nous y reviendrons certainement, M. Bob Mengom, mais qu'à cela ne tienne. Au regard de tout ceci, de ce que beaucoup estiment être un simulacre, mais du moins, l'on retiendra qu'il y a eu procès. Au regard de... Pour moi, il n'y a pas eu procès, il y a eu un règlement de compte. Ce n'est pas un procès doit être équitable. Où sont les scellés? Vous condamnez des gens sur la base de quoi? Sur la base de quoi on condamne? Depuis quand vous avez vu qu'un procureur demande à faire entendre Alain-Claude Bilebizé et M. Oyima pendant son réquisitoire? Vous savez ce que c'est un réquisitoire? Le réquisitoire, c'est quand le procès termine. C'est-à-dire que l'audience est terminée. On demande au procureur général de donner son avis et proposer la peine qu'ils doivent encourir. C'est ça le réquisitoire. Et lorsque le procureur général termine son réquisitoire, on donne à la partie, aux avocats des mises en cause de faire à leur tour leur plaidoirie. Lorsqu'ils terminent leur plaidoirie, on demande maintenant aux mises en cause s'ils ont quelque chose à dire. Et une fois ils ont terminé, on va faire la délibération. Mais le procureur général demande à ce que Alain-Claude Bilebizé soit entendu. Pendant qu'ils ont été cités, BGFI a été cité tout le long du procès. Et des personnes, Yann Koudji, comment vous appelez l'autre délinquant là, a été cité plusieurs fois. Et personne n'a demandé à ceux qui viennent comparer. Et vous me parlez que c'était un procès. Ce n'était pas un procès, c'était un règlement de compte entre le prince de béton qui savait qu'il devait partir en prison si Ali Ben se maintenait au pouvoir. Écrivez ça. C'est ça la vérité. Monsieur Bob-Mengom, que vous inspirent les primes dont on a entendu parler en termes de centaines de millions? Que vous inspirent ces montants?
quand nous savons que dans nos quartiers, surtout sous-intégrés, la précarité sévit quotidiennement. Les primes dont on nous parle, qui est devenue virale et scandaleuse par ce procès, je veux qu'on me fasse la différence entre la nouvelle gouvernance de votre soi-disant 5e République et ce que les autres ont fait. Qu'on commence à me dire où est parti cet argent, des centaines de milliards qu'ils ont trouvé et les lingots d'or qu'on a trouvés dans les maisons de ces personnes, où sont partis cet argent. Je vais vous rappeler, les cas des services spéciaux, beaucoup ont pris des maisons. Des généraux ont pris des maisons, des Bosseni, des Bassessi, ils ont pris leurs maisons. C'est du pareil au même. Donc, le prince de béton a dit, lui, il s'en fout de son salaire. Qui allait vérifier? Qui l'a vérifié? Mais il aurait pu commencer par mettre en cause la somme de souveraineté qu'on lui donne par an. À combien s'élève-t-elle? Mais, selon les dires, et ça je ne peux pas le confirmer, puisque le KGB ne m'a jamais confirmé le montant. Mais selon les dires, c'est des centaines de milliards. Par an. 250 milliards. 250 milliards. Je ne peux pas confirmer parce que le KGB ne m'a pas encore confirmé ces dires. Mais ce que j'entends dans les réseaux sociaux s'élève à 250 milliards. Qui commence d'abord par dire, bon, comme le peuple gabonais n'a pas d'eau et n'a pas d'électricité, je préfère garder 50 milliards.